Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir sur cet espace Agora pour cette matinée de conférence. La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, via sa filiale, la Banque de la transition énergétique, a préparé un très beau programme sur ces 4 jours du sommet. Vous rencontrez ici des experts techniques, des experts financiers, des experts de la transition énergétique et environnementale. Et l'objectif, c'est de décrypter ces sujets et d'apporter des conseils aux agriculteurs. Au programme de cette dernière matinée, la méthanisation, le photovoltaïque et la démarche bas carbone. Rejoignez-nous pour écouter les experts de ces différents sujets et découvrir les témoignages, et nous laisserons une large place aux questions. Nous allons débuter par un sujet qui concerne les agriculteurs, la méthanisation. Il y a de nombreuses évolutions réglementaires dans ce domaine en ce moment, et tous ces changements suscitent des interrogations. Comment monter et financer un projet de méthanisation dans ce contexte économique, juridique et fiscal? C'est la question à laquelle vont répondre nos 3 invités. Audin Soireau, de la Banque de la transition énergétique. Vous êtes responsable du service accompagnement ENR. Estelle Schwebel, chargée de projet chez Solagro. Et enfin, Laurent Rivollet, chef de projet gaz renouvelable chez GRDF. Je me tourne d'abord vers vous, Audin, pour nous présenter la Banque de la transition énergétique et nous donner des éléments pour mieux comprendre ce contexte. Merci. Alors, je vais parler rapidement de la Banque de la transition énergétique pour donner un petit peu de contexte et après on rentrera dans le vif du sujet. Donc la Banque de la transition énergétique, c'est une initiative qui est née il y a 3 ans maintenant, avec une double ambition. La première, c'était de pouvoir permettre à nos épargnants en région de pouvoir donner du sens à leur épargne. On avait de plus en plus de clients qui nous demandaient en tant que banquier ce qu'on faisait de l'argent qui était placé chez nous, et notamment est-ce qu'on s'en servait pour financer la transition énergétique. C'était un peu compliqué de pouvoir y répondre parce qu'en fait, la banque, c'est une grosse machine, il y a des milliards de crédits, des milliards d'épargne. Et on n'est pas en capacité de dire on a financé plus la transition énergétique avec cette typologie d'épargne ou pas. Et donc on ne pouvait pas répondre à l'attente de nos clients. Donc ce qu'on a dû faire, c'est on a créé une gamme d'épargne, de livrets d'épargne qui est dédiée à la transition énergétique pour lesquels on va garantir l'affectation de cette épargne au financement de projets de transition énergétique sur notre territoire. À côté de ça, on a des crédits aussi qui sont spécifiques, qui sont bien identifiés, qui sont analysés, sur lesquels on est en capacité de garantir qu'on a financé de la transition énergétique et pas d'autres typologies de sujets. Et donc, en fait, au sein du bilan de la banque, on va les isoler, on va les mettre complètement à part, donc à la fois la partie épargne et la partie crédit. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, de les mettre face à face et de dire aujourd'hui, on a financé plus de 380 millions d'euros de crédits de transition énergétique grâce à plus de 380 millions d'euros d'épargne qui ont été placés chez nous. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, c'était de faire de BPOA un acteur de référence sur le financement de la transition énergétique. Et pour ça, il a fallu qu'on monte en compétences. Le banquier, il fonctionne assez simplement. Quand il ne connaît pas un sujet, il en a peur. Et quand il en a peur, il ne finance pas. Ce qui était un peu dommage, parce que du coup, on n'arrivait pas à accompagner nos clients sur ces thématiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une équipe au sein de la banque où on a été formé spécifiquement sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir intervenir de manière assez technique et précise sur ces projets pour pouvoir les analyser sereinement et pouvoir faire des financements et accompagner nos clients sur cette thématique. Au niveau des champs d'action, on a 3 champs d'action principaux. Le premier, ça va être les énergies renouvelables, donc la partie photovoltaïque, méthanisation, centrales hydroélectriques, etc. Le deuxième volet, il va concerner la performance énergétique et environnementale. Donc là-dessus, on va retrouver tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, publics, privés, les processus industriels, avec par exemple des systèmes de récupération de chaleur, ou tout ce qui va être lié à l'écomobilité. Et enfin, le dernier, ça va être la partie innovation. Donc là, ça va plus être lié à des technologies qui sont moins matures. Et donc, on va retrouver tout ce qui est hydrogène ou stockage d'énergie. Et enfin, on est en capacité d'accompagner nos clients, tous nos clients, donc c'est-à-dire des particuliers, des entreprises, des agriculteurs, des institutionnels. On a une démarche aussi partenariale. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir offrir des offres clés en main à nos clients, pas uniquement des solutions de financement. Et donc pour ça, on s'est entouré de partenaires, que ce soit des installateurs, que ce soit des bureaux d'études,
pour pouvoir apporter une solution clé en main à nos clients et pouvoir les accompagner de manière globale dans leur projet de transition énergétique. Donc là, je ne vais pas tous les lister, mais c'est pour vous montrer un petit peu la diversité des partenaires qu'on peut avoir, que ce soit des installateurs photovoltaïques, que ce soit des négociants en contrat d'énergie, etc., etc. Merci Audin. Alors, nous allons enchaîner avec vous, Estelle Schwebel. Non, Laurent, mais c'est pas grave. On va changer. Laurent Rivollet, vous êtes chef de projet gaz renouvelable chez GRDF. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de GRDF sur le sujet de la méthanisation? Oui, en fait, GRDF, donc, du coup, on est une entreprise privée, mais on opère un service public, celui de la distribution de gaz. Et donc, à ce titre-là, on a... Allô? Oui. À ce titre-là, on a une mission qui nous est confiée par la Commission de régulation d'énergie, qui est d'accompagner le développement des gaz renouvelables. Et donc, on a une petite équipe au sein de GRDF qui accompagnons tous les acteurs qui se posent des questions autour de la production de gaz renouvelables, dont la méthanisation. Donc, essentiellement des agriculteurs, mais ça peut être aussi des collectivités, des industriels. Et du coup, nous, notre apport, ça va être de les informer sur la situation par rapport au réseau de gaz, les capacités de raccordement, quelle quantité d'énergie ils vont pouvoir injecter dans les réseaux. Et aussi, l'intérêt qu'on a, c'est que dans la relation, souvent, les acteurs viennent nous voir assez tôt, parce que très tôt, quand ils se posent des questions, ils veulent savoir justement quelle est la situation par rapport au réseau de gaz. Et à ce moment-là, on va leur rappeler un peu les fondamentaux pour réussir un projet. Notre but, on ne va pas substituer à un bureau d'études comme Solagro ou d'autres acteurs, mais on va leur donner les premiers éléments de réflexion pour qu'ils puissent se projeter dans leur projet. Et justement, on va vous représenter un peu, c'est les 2-3, enfin les 8 en fait, éléments clés de réussite d'un projet. Le premier, c'est la ressource. C'est que pour faire un projet de méthanisation, il faut avoir suffisamment de ressources à traiter parce qu'il faut atteindre un équilibre économique qui soit souhaitable. Il ne faut pas que cette ressource, vous alliez la chercher trop loin. Il faut qu'elle soit écologiquement performante. Voilà. Donc, première chose, la quantité de ressources à traiter. La deuxième chose qui va être liée, c'est de se dire, parce qu'il faut voir la réaction de méthanisation. En fait, vous avez un coproduit en sortie qui est le digestat. Et ce coproduit, il garde le statut de déchet, mais par contre, il a aussi une grande valeur parce qu'en fait, il peut permettre de se substituer à des engrais. Donc pour l'agriculture, il a un vrai intérêt. Il permet aussi d'augmenter la matière organique dans les sols, mais par contre, comme il a le statut de déchet, vous pouvez avoir des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des plans d'épandage. Voilà, c'est un point aussi qu'il faut regarder. Vous avez le débouché sur le biogaz. Donc le débouché sur le biogaz, c'est là où justement, en général, on nous pose des questions parce qu'on veut savoir la proximité par rapport au réseau. Et un point aussi essentiel, c'est le site d'implantation. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce site d'implantation, justement, il soit un peu central par rapport aux ressources que vous allez mobiliser pour éviter de faire d'avoir beaucoup de transport ou des coûts de transport élevés. Ça peut être aussi important d'être proche de toutes les parcelles sur lesquelles vous avez l'épandage à faire du digestat. Et il y a aussi le raccordement de gaz, mais qui est de second ordre. Et après, vous avez aussi toutes les contraintes foncières liées à la réglementation. On ne peut pas installer un site de méthanisation n'importe où. Voilà. Et le dernier point, qui est alors spécifique sur notre région. Sur notre région, on a plutôt des petites exploitations agricoles. Donc souvent, on va être sur des projets collectifs. Parce que justement, il faut une quantité de matière pour alimenter un méthaniseur. Donc ça va être souvent des regroupements d'agriculteurs avec des statuts différents. Certains vont prendre des parts dans les structures ou pas. Donc c'est le mode de gouvernance. Et ça aussi, c'est un point qui est souvent sous-estimé au début, mais qui peut être important, notamment vis-à-vis du banquier plus tard, d'avoir une gouvernance claire et précise et avec le bon niveau d'engagement des différents partenaires. Et après, 3 autres facteurs qui sont plus transversaux. Bon, le premier qui est,
je ne le fais pas forcément dans l'ordre d'affichage. C'est la maîtrise technique, c'est assez simple. C'est assez simple, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser techniquement les équipements. Après, il y a la biologie. Enfin, il y a un certain nombre de sujets à maîtriser dans la réalisation et l'exploitation d'un site. Il y a les équipes financières fondamentaux. Mais il y a un volet qui est encore plus important que cela. C'est l'acceptabilité sociale et la communication. Parce que, quand même, comme on est sur un projet structurant sur un territoire, vous allez produire de l'énergie renouvelable, vous allez transporter des matières, ça peut générer des inquiétudes auprès des riverains, des personnes qui vivent sur le territoire. Et là, c'est important pour l'agriculteur et les porteurs de projets, agriculteurs, collectivités, industriels, de bien faire le bon niveau de communication vis-à-vis de ces acteurs pour les rassurer. Et globalement, ce qu'on constate, c'est que les projets qui sont bien amenés sur la communication améliorent leur acceptabilité. Parce que souvent, les inquiétudes sont plutôt liées justement par le manque d'informations. Voilà. Alors après, juste... alors, je ne vais pas refaire tout l'historique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le biométhane, en fait, c'est une énergie renouvelable. Donc, comme le PV, comme d'autres énergies renouvelables, elle bénéficie d'un tarif d'achat qui est fixé par l'État. Ce tarif d'achat, la première version sur le biométhane, c'est des tarifs qui datent de 2011, ces tarifs, ils ont suivi l'inflation, avec un coefficient cas, mais ils ont suivi l'inflation. Et la filière s'est beaucoup développée, elle a même dépassé les objectifs prévus par la PPE. Donc, naturellement, l'État a baissé les tarifs en se disant il doit y avoir un effet d'aubaine. Donc en 2020, il a baissé les tarifs, mais malheureusement, l'État a un peu trop baissé les tarifs. Donc il y a eu un ralentissement fort des nouveaux projets. Et là, en 2023, on a eu une bonne nouvelle parce qu'en juin 2023, l'État s'est aperçu qu'effectivement, les tarifs avaient été un peu trop baissés. Et donc, il a réajusté les tarifs à la hausse à travers différents mécanismes. Donc, on est revenu sur une situation comparable à celle de 2011. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails parce que je pense que si vous ne connaissez pas le sujet, mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers différents mécanismes, il y a eu comme une revalorisation substantielle du tarif d'achat de l'ordre de 13 à 14% de revalorisation. Voilà, et maintenant, un volet super important, la réglementation. Alors, avant de passer la parole enfin à Estelle Schwebel, n'hésitez pas, si vous avez d'ores et déjà réfléchi à des questions, on vous laissera un large temps d'échange avec nos intervenants. Donc, je reviens à vous, Estelle Schwebel. Vous êtes chargée de projet chez Solagro. C'est une structure qui accompagne les agriculteurs et les coopératives dans leur démarche de transition énergétique. Vous avez également un volet recherche, une activité de formation et vous animez des plateformes en accès libre pour partager des savoirs. Donc, on va vous laisser de l'espace aujourd'hui. Merci. Donc, je vais poursuivre avec un sujet autour de la réglementation. C'est la directive qu'on appelle RED 2, donc, qui a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables en Europe et d'homogénéiser les pratiques sur les différents États membres européens, en permettant d'avoir un cadre structuré, réglementé, de ce qu'on appelle des bioénergies ou du biogaz renouvelable à partir de sources renouvelables. Et cette directive a deux axes principaux. Un sur la durabilité des matières. Donc, qu'est-ce qu'on considère une matière durable pour produire des bioénergies ou du biogaz ? Et comment on trace ces intrants, donc c'est-à-dire tout le mécanisme de traçabilité de la production de l'intrant, que ce soit un déchet ou que ce soit de la biomasse pour la production de bioénergie. Et le deuxième point, qui est un point très important, c'est l'objectif de réduction des gaz à effet de serre à atteindre pour respecter cette réglementation qui, jusqu'en 2025, devrait être de moins 70%, toujours par rapport à une solution de référence qui est le gaz fossile. Donc c'est une directive qui est déjà à sa deuxième version. Dans la première version, n'était
compris que les bioénergies. Dans la deuxième version, on intègre aussi les biocarburants, maintenant c'est également le biogaz. Et qui est concerné? Actuellement, pas tous les sites de méthanisation sont concernés de façon obligatoire, mais tous peuvent l'être de façon volontaire. Ce sont des sites de méthanisation qui vont avoir une capacité de production de 19,5 gigawattheures ou de 200 normomètres cubes heure. Et ceux qui ont mis en service depuis janvier 2021 vont devoir respecter les 2 critères de traçabilité et de réduction des bilans gaz à effet de serre. Donc en fait, ça nécessite de suivre une certification, puis un audit. Et c'est tout un accompagnement autour de la structuration de l'exploitation pour permettre cette traçabilité des matières et optimiser encore la réduction des gaz à effet de serre. Quel est l'impact pour les sites concernés ou les sites volontaires? Il y a bien sûr, c'est une obligation réglementaire, donc il faut s'y conformer. Et le délai de mise en œuvre en France, c'est tous les sites obligés, donc ceux que j'ai cités, se produisent plus de 19,5 gigawattheures, doivent avoir lancé leur démarche de certification avant le 31 décembre 2023. Donc c'est un audit initial, puis un audit de renouvellement tous les ans. Et ils doivent absolument passer par cette étape pour garder le tarif d'achat, donc le fameux tarif dont parlait Laurent, ce tarif aidé par l'État, puisque du coup, ils doivent démontrer qu'ils respectent les critères de durabilité et de réduction des bilans de gaz à effet de serre pour maintenir le tarif d'achat. Un autre point qui est une vraie opportunité aussi, c'est de pouvoir valoriser ce biométhane durable, donc ce certificat de durabilité du biométhane, ou je dis biométhane ou biogaz, sur les marchés européens, notamment les industriels qui doivent se soumettre au système de quota carbone. Donc il y a aussi une valorisation économique intéressante. Faut le voir aussi comme une amélioration continue dans l'exploitation, puisque ça permet encore de mieux structurer les process d'exploitation des méthaniseurs. Et les sites non obligés peuvent aussi se lancer dans la certification. On peut imaginer que la réglementation, qui est assez mouvante, va abaisser les seuils. Et donc, finalement, même des sites non obligés aujourd'hui le seront demain. Et ils pourront aussi valoriser leur certificat de durabilité. Je passe à un tout autre sujet, qui est complètement complémentaire, mais qui est non réglementaire. C'est la valorisation du CO2 biogénique. Le CO2 biogénique, d'où il vient? Il vient du processus d'épuration du biogaz. Donc, en méthanisation, dans le process de méthanisation, les bactéries anaérobies vont produire un biogaz qui va être composé à peu près à moitié-moitié ou 60-40 de CH4, donc ce biométhane durable qui va être injecté dans les réseaux, et de CO2 qui retourne à l'atmosphère. Ce CO2 qui retourne à l'atmosphère, il n'est pas émis comme un gaz fossile, puisqu'il retourne à un cycle du carbone. Il a préalablement été capté par les plantes, puis digéré, puis retourne à l'atmosphère. Mais c'est toutefois un coproduit qui peut être valorisé, très intéressant, qui permet encore d'aller plus loin dans l'économie circulaire des territoires, puisque peut-être qu'on n'en est pas toujours conscient, mais du CO2, on en consomme beaucoup, partout, beaucoup dans l'alimentaire, dans l'industrie, mais énormément dans l'industrie agroalimentaire, dans les boissons, dans les produits de surgélation, dans pas mal dans le transport. Enfin, il y a énormément de CO2 qui nous entoure, et jusqu'à présent, il est quasiment exclusivement produit à partir, en tout cas capté à partir de CO2 gris, sur des usines qui fabriquent des engrais, sur du craquage du gaz fossile. Donc, c'est pas forcément des processus, on va dire, très favorable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en captant ce CO2, on peut tout à fait substituer une partie du CO2 fossile, d'autant plus si on valorise le digestat en tant qu'engrais, donc encore en diminuant les engrais minéraux. Donc ce CO2, il va être épuré, puis liquéfié
est tout à fait vendu exactement au même titre que du CO2 qui est fourni aux différents consommateurs agro-industriels. Dans les boissons gazeuses, ça nous vient, ou même dans les petites capsules qu'on a à la maison, c'est du CO2. Et du coup, c'est une filière qui est en train de se développer. Ça permet aussi de nouer des partenariats locaux, de travailler vraiment sur un maillage très territorial, puisqu'on ne va pas être à l'échelle des mêmes acteurs qui fournissent du CO2 sur des longues distances. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être au plus près du site de consommation. Et en ce moment, effectivement, il y a plusieurs initiatives qui sont en train de voir le jour, de partenariat entre un producteur de biométhane et par exemple un brasseur qui va substituer tout ou partie de sa production de CO2. Et le dernier sujet que je vais aborder, qui est également un sujet non réglementaire, mais c'est un mécanisme de valorisation du biométhane hors cadre aidé par l'État. Donc un mécanisme, finalement, un contrat qui va permettre de travailler directement entre un producteur et un consommateur, qu'on appelle un BPA pour Biomethane Purchase Agreement. Là, je vous donne un exemple, mais il y a d'autres possibilités de contractualisation. Mais l'idée à retenir, c'est que le contrat, contrairement au contrat aidé par l'État qui est fixé sur une durée avec un tarif en fonction du débit, là, il va être vraiment libre entre le consommateur et le producteur. L'intérêt, c'est de sortir des prix de marché. On a vu une énorme fluctuation l'année dernière, une énorme insécurité en termes de prix, en termes d'approvisionnement. Là, ce que ça peut permettre, c'est d'avoir une vision long terme pour notamment des industriels qui ont des besoins non substituables en gaz, de permettre de sécuriser des tarifs sur du long terme, en même temps contribuer à produire de l'énergie renouvelable, de favoriser le développement du gaz renouvelable. Et pour ce faire, du coup, ils sortent du marché, ils n'ont même plus besoin d'aller acheter de l'énergie sur le marché de gros. Et le mécanisme qui semble le plus pertinent entre un industriel et un producteur, c'est toutefois de passer par un intermédiaire qui va être le fournisseur de gaz, puisque ce biométhane doit quand même passer à un moment donné par les réseaux. Donc voilà, il y a encore des choses qui vont se développer. On commence à voir tout doucement des contrats voir le jour. Mais il y a tout un nouveau marché à découvrir pour les différentes collectivités, les industriels. Et voilà, je suis arrivée au bout. Merci Estelle, merci à tous les trois pour ces interventions. Je pense que ça a suscité des questions chez vous. En tout cas, n'hésitez pas, je vous amène le micro, posez vos questions. Nos trois intervenants sont vraiment là pour répondre à vos questions. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà une première question, souhaite échanger avec nos intervenants? Personne ne se lance. Alors, moi, j'ai une première question. On parlait d'un contexte qui était quand même en évolution permanente. Je crois qu'il y a une réglementation qui est applicable en début d'année prochaine, qui concerne notamment plutôt le tri des déchets et qui aura sûrement un impact sur l'appréhension des projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. L'obligation de tri à la source des biodéchets va être applicable pour tous, sans seuil, à partir de janvier 2024. Et on le voit déjà, mais ça va forcément impliquer des gisements complémentaires de biodéchets qui ont un potentiel énergétique tout à fait intéressant, qui vont se trouver répartis sur le territoire et qui vont pouvoir tout à fait être valorisés en méthanisation, ce qui va permettre, l'obligation c'est aussi le retour au sol de la matière organique, mais en méthanisation finalement on obtient une double valorisation, et énergétique et matière. Les gisements vont provenir des collectivités, et là donc différentes options s'offrent à elles, différentes stratégies en fonction des territoires. Bien sûr on ne va pas appliquer la même chose dans un territoire rural que dans un territoire urbain ou dense, en termes de collecte, parce que l'idée bien sûr c'est de trier à la source, de collecter et de valoriser cette matière.
mais il y a d'autres modes de valorisation que la méthanisation, comme le compostage. Donc, en fonction des territoires et des solutions, des outils de valorisation existants ou à venir, différentes solutions vont pouvoir voir le jour, mais de nombreuses collectivités lancent des études, vont même jusqu'à co-investir via des syndicats mixtes d'énergie pour permettre de mettre en place des solutions de collecte, mais aussi de préparation de la matière. Cette matière organique qui parfois doit être séparée du contenant, ce qu'on appelle déconditionné. Et on voit effectivement des projets, pas forcément exclusivement à base de biodéchets, mais qui vont être co-valorisés avec que ce soit des biodéchets des industries agroalimentaires ou des matières agricoles, ce qui est tout à fait possible réglementairement et biologiquement, et énergétiquement, ça a du sens. D'autant plus qu'on sait qu'on manque de matière organique au sol, et donc importer une matière organique qui ne vient pas forcément du territoire en tant que biodéchet, ça permet d'augmenter encore la matière organique dans les sols. Qui se lance pour une question? Je crois que vous avez été très clair en fait. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur les stands. Côté GRDF, on peut vous aider. Je pense la Banque Populaire en fonction des sujets. Et Estelle, on l'accueillera sur le stand GRDF. Donc vous pouvez aussi lui poser des questions sur le stand GRDF. Très bien. Eh bien, on va remercier nos 3 intervenants et puis n'hésitez pas à venir aborder vos questions directement sur les stands. Merci beaucoup.